BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Les acteurs de l'écosystème crypto-blockchain jouent ici à domicile. C'est vos pros des cryptos chaque vendredi. Nos talents non fongibles, nos NFT rien qu'à nous rejoignent comme chaque vendredi. J'appelle Claire Balva à nous rejoindre, VP Stratégie pour Deblock. Elle va nous accompagner, nous aider à refaire l'actu de la semaine. Bonjour Claire et bienvenue. J'appelle Thibaut Boutroux également à nous rejoindre ici en plateau sur BFM Business, le CEO de Meria. Bonjour Thibaut. Bienvenue également. Vous allez vous aussi nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'écosystème, et dessiner pour la suite des perspectives. Et justement, on va en demander des perspectives sur les cours des cryptos, le Bitcoin, l'Ether, pourquoi pas Solana, tiens aussi. À Gilles Santacreux, bonjour Gilles, ravi de vous retrouver. Bonjour. Analyste technique, boursiercoté.com, ravi de vous retrouver Gilles. Bon, sur le Bitcoin, on est toujours autour des 57 000 $. Là. Quel potentiel, quel prochain palier technique faudra-t-il suivre ? Alors sur le Bitcoin, on est toujours dans un mouvement baissier de consolidation. La rupture des 61 000 a donc confirmé ce mouvement. On a ce qu'on appelle en analyse technique des divergences haussières, c'est-à-dire des signaux d'affaiblissement de cette phase de baisse, mais qui ne sont pas suffisants pour détecter des mouvements de retournement. Donc là, on est venu valider un contact sur la zone des 57 000 $, qui était un niveau intermédiaire suite à la rupture des 61 000. L'objectif restant un retour possible ici sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Donc on le voit, on a des phases d'accélération assez fortes, on a des rebonds qui sont assez peu marqués, on reste donc là à proximité des 57 000, mais globalement pour l'instant rien ne nous permet de penser qu'un retournement de tendance à la hausse pourrait intervenir prochainement. Bitcoin, son dauphin, l'Ether, est-ce que là aussi voilà, vous ne voyez pas vraiment de retournement à la hausse possible, potentiel à venir sur l'Ether, surtout quel seuil technique, qu'est-ce que vous allez suivre pour nos auditeurs et téléspectateurs? Ils veulent savoir absolument, Gilles. Alors, ils vont savoir. Sur l'Ethereum, on a une configuration qui est beaucoup moins négative, puisque le seuil des 2870 $ l'once, qui était un niveau majeur, n'a pas été franchi. On a rebondi sur ce niveau. Donc, d'un point de vue court terme, effectivement, c'est baissier, mais d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, on est dans une phase de consolidation, mais qui n'a qu'une portée court terme. C'est-à-dire, d'un point de vue moyen terme, on est toujours dans une phase de neutralisation, mais avec une petite préférence haussière. On est certes dans le bas du range, mais on est toujours dans un mouvement, je dirais, qui est globalement haussier d'un point de vue moyen terme. Donc le seuil à surveiller, c'est vraiment 2870 $ pour un Ether. Si on repassait au-delà des 3250 $ pour un Ether, on pourrait avoir, je dirais, un peu plus d'optimisme effectivement sur le futur de l'Ethereum. Pour l'instant, donc, phase de consolidation court terme, mais qui n'a pas de portée actuellement sur la dynamique moyen terme. On a parlé là d'Ethereum, du Bitcoin, jamais 203. Il faut qu'on parle aussi de cette crypto qui surperforme quand même. On parle là d'un potentiel un peu limité sur Ethereum ou encore Bitcoin, mais c'est peut-être un peu plus réjouissant sur Solana ou pas. Cette crypto a déjà largement surperformé ces derniers mois. Comment est-ce que vous voyez la suite, Gilles ? Alors, sur Solana, on a une phase de consolidation moyen terme aussi. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a sur l'Ethereum. Le seuil à surveiller, c'est le seuil des 125 $. Là aussi, on est venu depuis un plus haut, donc au mois de mars, on est venu tester ce niveau de support à plusieurs reprises. À chaque fois, cela a provoqué un rebond. Alors, certes, ce sont des rebonds techniques, mais en tout cas, on ne parvient pas à passer sous cette zone. Donc, tant que l'on reste au-dessus des 125 $, eh bien, on reste là aussi dans une phase de neutralisation, une consolidation, je dirais, technique, mais qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Il faudrait casser un niveau proche des 155 $ pour repasser dans un flux un peu plus haussier. Donc actuellement, phase de temporisation, mais qui, en tout cas, sur le fond, reste plutôt positif. Gilles Santacreux, l'analyse technique des cryptos, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On évoquait à l'instant Solana. Il se trouve que les choses avancent. C'est au menu des pros les cryptos. On va parcourir ensemble toute l'actu de la semaine et c'est vrai que cette semaine a été marquée par ce pas de la bourse de Chicago qui a enregistré Solana avec des propos d'ailleurs très positifs sur Solana en matière de sécurité. On va essayer de décrypter les choses. On parlera aussi de l'avenir des ETF Ethereum et puis les signaux de réveil sur les ETF Bitcoin. On parlera de l'adoption et des cas d'usage, des cryptos et des blockchains. Il se trouve que Goldman Sachs apparemment est en train de préparer 3 fonds de tokenisation. Et puis du côté des BRICS, des idées qui émergent pour créer des passerelles, pour faciliter
faciliter les paiements grâce justement au blockchain. On parlera beaucoup d'adoption et de cas d'usage aujourd'hui. Puis on évoquera aussi cette blockchain qui est au bord d'une révolution. C'est Cardano qui... alors Cardano, c'est pas rien, hein, c'est le 11e plus gros projet crypto. Eh bien, Cardano prépare son projet Hard Fork. C'est une existence nouvelle peut-être qui se profile pour Cardano. On va en parler. On est à vos côtés. Bienvenue à tous les pros des cryptos, votre machine à condenser le temps et à refaire l'actu de la semaine. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Thibaut Boutroux et Claire Balva nous accompagnent donc cette semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. En forme. Bonjour. Oui. Dans le sud de la France, il fait très beau, mais ici à Paris, il fait un temps de chien. On va essayer de redonner le moral à ceux qui nous écoutent et qui sont sous la pluie. Le nord-est de la France, c'est un petit peu compliqué, mais vous êtes bien au mois de juillet et on est bien en direct. C'est pas une rediffusion du mois de novembre dernier, même s'il fait un temps de mois de novembre. On est ensemble en ce mois de juillet, 12 juillet, et à retrouver bien sûr les pros des cryptos tout au long de ce week-end de fête nationale sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. On va donc remonter ensemble l'actualité de la semaine. Quelques mois après le halving, on a eu une surprise ces derniers jours. Quelques mois après le halving, incroyable retournement de situation. La difficulté de minage de Bitcoin est repartie à la baisse. Incroyable. Qui l'aurait anticipé? Peut-être vous, Thibaut, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça peut impacter la suite? Voilà, la difficulté de minage de Bitcoin est en train de se réduire. Alors peut-être en une phrase, juste redire ce qu'est la difficulté. La difficulté, c'est un ajustement automatique qui se fait sur le réseau Bitcoin et qui va faire que c'est plus ou moins compliqué en fait de miner un bloc. Quand on a le halving, donc il y a une division par deux des récompenses, on est passé de 6,25 Bitcoin par bloc à 3,125 Bitcoin par bloc. Donc ça veut dire qu'il y a moins de Bitcoin qui est distribué aux mineurs pour des coûts qui sont les mêmes. Donc naturellement, à l'instant T, c'est moins rentable et on a des mineurs qui débranchent et donc post-halving, on a toujours la difficulté qui a tendance à baisser puisqu'il y a moins de mineurs sur le réseau. Puis progressivement, elle a tendance à monter. Ce qui s'est passé là, c'est que on a eu en même temps une baisse des cours, ce qui fait que la baisse des cours, elle impacte encore plus la rentabilité des mineurs. Et donc les mineurs qui sont moins armés, et là forcément, ça devient de plus en plus dur pour eux. Et donc on avait eu une reprise du cours, puis là récemment, on a eu sur les dernières semaines une baisse assez importante. Et donc tout ça a complexifié un petit peu la vie des mineurs. Ceux qui étaient les moins préparés, du coup, ont dû débrancher. Alors quel est l'impact de ça? C'est que à court terme, en fait, les mineurs qui sont les mieux préparés, pour eux, c'est un petit peu bénéfique puisque dans cette période-là, ils peuvent renforcer leur position. Après, c'est un ajustement, donc c'est-à-dire que justement la difficulté de minage est là pour rééquilibrer un petit peu toujours la balance, et on retrouve toujours un petit peu quelque part cet équilibre à un moment donné. Et si on regarde un peu plus globalement, ça pousse un peu les mineurs à jouer en fait sur les variables qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire le coût de leur énergie, toute leur charge. Donc c'est ça qui pousse aussi les mineurs à aller chercher de l'énergie moins chère, de l'énergie à meilleur coût. C'est ça qui pousse à optimiser finalement le matériel et avoir un meilleur ratio entre la puissance ou autre. Donc ça a un impact positif sur la professionnalisation du secteur, mais c'est vrai qu'à court terme, on ne s'attendait pas à ce que ça soit dans cette configuration. Et voilà, comme quoi tout peut arriver, effectivement. Ça peut avoir un impact sur l'évolution de Bitcoin ou pas, la baisse de la difficulté de minage? Oui, puisque si la difficulté baisse, le réseau, ça veut dire qu'il y a moins de puissance, ça veut dire que le réseau est moins sécurisé, mais là, aujourd'hui, on est à des standards qui n'entrent pas dans une zone de danger, en tout cas. Les candidatures, on parlera des ETF Bitcoin dans un instant, mais il se trouve que, puisqu'on est sur les ETF aussi, dans les pros des cryptos, les candidatures pour des ETF Solana avance. La bourse de Chicago a effectué l'enregistrement cette semaine de Solana et le document fourni par la bourse de Chicago est très positif sur Solana. La bourse de Chicago estimant, je cite, résistante cette blockchain à la manipulation des prix. C'est un pas important, là, Claire, pour Solana? C'est un pas très important pour Solana. C'est vrai que ça étonne dans le secteur parce que pour les puristes, Solana, c'est pas la blockchain la plus décentralisée. Souvenez-vous, on avait parlé sur ce plateau de nombreuses fois l'année dernière des pannes qui avaient eu lieu sur le réseau Solana et qui avaient fait que cette blockchain était carrément inaccessible, inopérante, parfois pendant plusieurs heures. Donc forcément, on peut s'étonner de ces propos qui sont très positifs. Maintenant, il faut aussi voir que derrière tout ça, il y a des intérêts financiers assez basiques. C'est pourquoi Solana? Parce que c'est la troisième après Bitcoin et Ether. Il y a beaucoup de volume sur Solana. Donc, il y a aussi beaucoup de demandes d'investisseurs qui veulent acheter du sol, donc la crypto-monnaie de Solana. Je précise quand même, parce que il faut bien voir que même si ces propos font réagir, là, on ne parle pas de tout l'écosystème Solana, on parle de la crypto Sol, qui est donc la crypto native de l'univers Solana. On n'est pas en train de parler d'ETF basés sur les différents meme coins, par exemple, qu'on peut avoir sur Solana. Donc,
sont des propos qui étonnent, mais il n'y a rien d'étonnant à ce que Solana soit finalement la troisième crypto après Bitcoin, Ether. Alors certes, on aurait pu voir Ripple, on aurait pu voir du staking, on aurait pu voir d'autres choses, mais c'est finalement dans l'ordre des choses que Solana arrive après Bitcoin et Ether. Ça ne veut pas dire que ce sera validé. Il y a toujours l'étape de la SEC qui arrive naturellement après ces enregistrements. Et je pense que la SEC va commencer à devoir se prononcer sur quels sont les cryptos qui vont vraiment être éligibles à des ETF, puisque là, bon, on a dit OK pour Bitcoin, on a dit OK pour l'Ether parce qu'on considère que c'est suffisamment décentralisé. Mais jusqu'où on va finalement ? Quels sont les cryptos qui sont suffisamment décentralisées et résistantes ? Est-ce que Solana répond à ces critères-là ? Mais en fait, encore une fois, on n'a toujours pas de critères. Qu'est-ce qu'on regarde ? Le nombre de nœuds, le nombre de détenteurs, le nombre de mineurs. Voilà. Donc tout ça, ça va être à regarder. Et je pense que la SEC va vraiment devoir commencer à avoir des critères un peu sérieux pour évaluer les cryptos qui peuvent faire l'objet d'ETF. Il y a un petit côté doigt mouillé, là, vu de l'extérieur pour l'instant. Enfin, en tout cas, peut-être un peu subjectif. Ça manque de critères partagés, quoi, on va dire. Ouais. En tout cas, la bourse de Chicago juge Solana résistante à la manipulation des prix. Voilà. Ouais. Et puis, on a eu le dépôt de demande pour 2 ETF, celui de Van Eck et 21 Shares. Effectivement. Qui, du coup, démarre le délai de 240 jours. Donc, si ETF Solana il y a, on devrait le voir arriver au printemps 2025. Donc, après la présidentielle américaine, quand même. Alors, on va suivre. C'est le feuilleton, nouveau feuilleton sur les ETF Solana. À quand une validation ? Il y a les autres ETF, Ethereum, on attend aussi. Et puis, alors, sur Bitcoin, là, on regarde les volumes. Chaque jour, chaque semaine, l'évolution des volumes. Quoi de neuf, là ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette semaine pour ce qui concerne les ETF Ethereum ou Bitcoin ? Alors, Ethereum, on peut retenir qu'on est vraiment à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Alors, la SEC traîne un petit peu, mais globalement, les plus pessimistes nous annoncent cet été, les plus optimistes dans les prochains jours. Donc on sait que globalement, c'est plus qu'une question de temps. Je pense que l'ETF Ether, son lancement déterminera aussi un petit peu l'avenir de celui de Solana, puisque en fonction de l'impact qu'il va avoir sur le marché en termes de prix ou autre, ça donnera peut-être des éléments de réponse aussi à la SEC pour lire un petit peu et se prononcer sur Solana. Et sur Bitcoin, effectivement, des bonnes nouvelles aussi, puisqu'on a eu des inflows très positifs cette semaine, notamment sur les 8 et 9 juillet, 8 et 9 juillet, je crois, plus de 500 millions qui sont rentrés sur les ETF. Donc ça redonne de l'intérêt et c'est intéressant dans une configuration où on a toute une narrative plutôt à la vente, plutôt à la baisse avec les remboursements de MTGOX, avec les bitcoins allemands qui sont vendus. C'est intéressant de voir que les investisseurs interprètent ça comme une opportunité de racheter et qu'on voit des inflows sur les ETF plutôt que l'inverse. Dans quelques semaines, dans 2 semaines tout rond, ce sera le coup d'envoi des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture à Paris. Bien l'écosystème crypto aussi est en train de passer les épreuves dignes des Jeux Olympiques avec cette réglementation MiCA qui place la barre très très haut, plus vite, plus fort. MiCA a passé une nouvelle étape depuis début juillet et ce sont les stablecoins qui sont sur le grill et sur le feu. Les stablecoins doivent se conformer à MiCA. On en est où là ? Quelle part de stablecoin c'est uploadé, c'est conformé et ceux qui se sont déjà conformés, voient-ils une évolution, je ne sais pas, de leur volume par exemple, Claire ? Oui, la grosse nouvelle, ça a été l'USDC, donc l'entreprise Circle qui émet l'USDC et le ROC, qui a annoncé s'être conformé à la réglementation, avoir obtenu les licences nécessaires. Donc ça, c'est un signal très positif. C'est vrai qu'on savait qu'ils avaient effectué des demandes pour se conformer à la réglementation, mais on n'était toujours pas sûr qu'ils les obtiennent. Et il y avait toujours cette interrogation de est-ce que l'USDC, est-ce que le ROC vont toujours être disponibles sur des plateformes d'échange à long terme ? Ils l'ont obtenu, donc ça, c'est le stablecoin numéro 2 derrière l'USDC. Donc c'est assez, je dirais, rassurant pour la stabilité aujourd'hui des plateformes qui du coup peuvent se reposer sur l'USDC, sachant qu'elles vont probablement devoir délister petit à petit l'USDT, qui lui a annoncé ne pas vouloir se conformer parce que la réglementation est trop lourde et en tout cas pour leur modèle économique leur demanderait des ajustements un peu trop importants. Donc la vraie question maintenant, c'est comment cet écosystème-là va se réagencer. L'USDC va probablement prendre de plus en plus de place et on voit déjà qu'il grignote des parts de marché de l'USDT, notamment sur les plateformes d'échange centralisées. Depuis sa conformité à MiCA, ça a encore accéléré les choses. Alors depuis 1 an, en fait, on voit ça, parce que à partir du moment où l'USDT a annoncé ne pas vouloir se conformer et où l'USDC a joué le jeu de la réglementation, forcément les acteurs crypto s'attendent un peu à ces nouvelles-là. Oui. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande partie, par exemple, du volume sur l'USDC qui est fait depuis des plateformes d'échange centralisées. Là où les utilisateurs qui vont sur des plateformes décentralisées préfèrent généralement encore l'USDT, même si celui-ci n'est pas régulé. On s'attend aussi à voir des stablecoins euros qui émergent et un marché pour les stablecoins euros qui grossit, parce que ceux-ci étaient jusqu'ici très
je dirais, limité par rapport au stablecoin dollar. Mais si on voit l'USDT se retirer d'un certain nombre de plateformes, on devrait voir aussi l'émergence de stablecoin euro. Je pense à celui, par exemple, de la Société Générale qui a déjà annoncé qu'elle allait faire un certain nombre de changements sur son stablecoin pour le rendre opérable dans certaines plateformes. Donc voilà, tout ceci est à suivre, mais on va vraiment assister à un bouleversement sur les prochains mois de ce marché. Alors justement, Mika, c'est l'objet de notre question crypto qui claque. Chaque semaine, on vous pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto notamment. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ? La question de la semaine sur nos réseaux sociaux, et chacun d'entre vous qui nous suivez peut y répondre, bien sûr. Mika, donc, une réglementation indispensable ou pas pour pérenniser le développement des cryptos ? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que c'est vraiment indispensable, Mika, pour pérenniser leur développement ? Oui ou non ? Ou vous y réfléchirez à la plage. C'est une troisième option qu'on vous offre si vous décidez de faire joker. Je vous laisse un instant, Claire et Thibaut, pour réfléchir. La pression, là, la musique qui montre que la pression monte, vos battements de cœur sont en train de s'accélérer. Claire, oui, c'est indispensable. Mika, est-il indispensable pour la pérennité à l'avenir des cryptos ? Pour la pérennité de l'industrie, oui. Pour la pérennité des cryptos, non. Thibaut ? Moi, j'ai oui, mais. Vous êtes normand un peu, non ? Non, mais c'est, en fait, vous avez le droit. C'est nécessaire, je pense, pour avoir une adoption, mais c'est aussi ça qui peut considérablement freiner cette adoption et qui peut être totalement contre-productif si c'est pas fait correctement. Et c'est ce qu'on voit. Moi, ce qui me dérange un petit peu, notamment avec Mika, et on est en plein dans les process aussi d'un point de vue opérationnel avec Meria, c'est que on est à 6 mois d'une échéance importante et il y a encore des questions qui sont sans réponse. Donc c'est très compliqué de trouver l'équation pour les régulateurs, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux importants. Oui. Claire, les crypto-monnaies, crypto-actifs n'ont pas besoin de Mika pour se développer et construire un avenir. Ils pourront se développer sans Mika, aucun problème. Non, en fait, Mika est nécessaire pour, par exemple, protéger les investisseurs, est nécessaire pour que certaines entreprises, notamment les plus grandes, aient un cadre qui soit rassurant pour leur stabilité. Mais on voit bien que pour les crypto-monnaies elles-mêmes, Mika ne change pas grand-chose. Et d'ailleurs, on le voit bien, par exemple, avec Laplace, qui a une plateforme d'échange comme Bybit, qui est sur liste noire de l'AMF, mais qui pourtant est désormais la plateforme numéro 2 la plus utilisée. Donc, c'est pas parce que Mika arrive que d'un coup, les crypto-monnaies vont se pérenniser et qu'on va avoir un écosystème qui va être parfaitement sain et qui va grossir. C'est pas cette réglementation-là qui change les choses. Sachant que Mika concerne l'Europe, alors que les crypto-monnaies concernent le monde entier. Et si l'Europe décide de mettre des barrières, c'est pas pour autant que le reste du monde va le faire. Donc effectivement, pas forcément. Nos auditeurs et téléspectateurs ont été nombreux à participer. Et vos réponses, vous tous, Mika, est-il une réglementation indispensable pour pérenniser le développement des cryptos ? Vous votez non, c'est quand même partagé, non à 55%. On verra voilà. à la plage. Oui, 17% d'entre vous pensent y réfléchir quand ils seront à la plage. Oui, effectivement, 17% d'entre vous. Ben voilà. Mais oui, on se met à la place des gens. Les gens pensent aussi, ils pensent à Mika, mais ils pensent aussi à la plage. Ils sont partagés là, entre ces deux tentations. Mika, la plage, Mika. Bon, voilà. On reparlera de Mika, on vous rassure tout de suite, et vous pourrez réécouter bien sûr les pros des cryptos à la plage, bien sûr aussi tout l'été. On va ouvrir un chapitre cas d'usage. Quels sont les cas d'usage et où en est-on de l'adoption justement des blockchains et des cryptos ? On va commencer par l'adoption internationale. On se demande souvent ici comment les blockchains, par quel biais les blockchains pourraient s'inscrire au cœur des échanges financiers. Il y a des idées qui fusent notamment entre les BRICS, les pays du sud global, on va dire, pour faciliter les paiements internationaux entre ces pays grâce aux blockchains, Claire. Et l'enjeu de ces pays, c'est surtout de se dédollariser. En fait, les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ça inclut maintenant un groupe un peu plus élargi avec des pays comme l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie. Et donc, pour un certain nombre de ces pays, il y a une volonté de se dédollariser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous sanctions. Je pense à l'Iran, mais pour des raisons évidentes, la Russie aussi a envie que ses partenaires commerciaux puissent être beaucoup plus indépendants vis-à-vis du dollar. Et donc, ils réfléchissent à des systèmes de paiement entre eux, pour pouvoir faire des échanges financiers, faire du commerce, sans dépendre nécessairement de cette hégémonie américaine. Et donc, dans ce cadre-là, les blockchains, les cryptos peuvent être un outil, mais un outil parmi d'autres. Ce n'est pas forcément les blockchains qui seront utilisés pour harmoniser les systèmes de paiement. Là, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'entre la Russie et l'Iran, l'objectif, c'est que les cartes de paiement soient utilisables facilement d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes iranien, que vous allez en Russie, ou si vous êtes russe et que vous allez en Iran, vos cartes de paiement puissent fonctionner facilement. Donc ça, c'est déjà un enjeu en fait pour ces pays, pour faciliter le commerce entre eux. Mais je dirais qu'il faut quand même être prudent. Je ne suis pas sûre que ces pays se mettent demain à utiliser Bitcoin ou d'autres cryptos comme ça, simplement
pour se dédollariser, je pense qu'ils vont étudier tout un tas de solutions technologiques différentes. Alors zoom à présent sur un autre cas d'usage à l'international, cette fois au Venezuela. Regardez bien ce que font les Vénézuéliens. Bloomberg nous rapporte cette semaine que l'an dernier, en 2023, les expatriés ont envoyé combien 450 millions de dollars de crypto à leurs proches au Venezuela, Thibaut. Ouais, c'est un applicatif hyper intéressant et ça va reboucler à ce qu'on disait juste avant sur Mika. Donc juste pour revenir, donc le cas du Venezuela, effectivement, on a appris chez Bloomberg qu'il y a 500 millions de dollars qui sont envoyés des Vénézuéliens expatriés qui retournent au pays, qui envoient dans leur famille ou à leurs proches, dont 10% qui en fait sont envoyés en crypto-monnaie. Donc ça commence à représenter une part qui est significative. Hein. Ça commence à compter. Non, je crois que c'est même 500 millions qui est en crypto et que c'est 5 milliards le total. Oui, donc c'est globalement ça commence à être des chiffres qui comptent. On parle pas juste de 3 geeks qui font un transfert parce qu'ils sont passionnés de crypto et de jeux vidéo. Ça veut dire que ça commence à peser dans la balance. Et dans le même temps, en plus, on a vu des choses qui se passent aussi en Argentine où on a vu des chiffres qui étaient impressionnants, notamment en termes de trafic, où il y avait 2,5 millions d'utilisateurs qui se connectaient à Binance chaque jour en Argentine. Donc c'est colossal. Et on voit un applicatif différent en Argentine. C'est que là où les Vénézuéliens ils l'utilisent pour ces transferts de fonds de diaspora, en Argentine, on va l'utiliser plutôt pour acheter les plateformes, pour acheter simplement du stablecoin dollar en l'occurrence, pour se protéger en fait de l'inflation. Donc on trouve des applicatifs et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a tendance nous à regarder les applications des cryptos sous un regard franco-français ou franco-européen. Et Mika raisonne beaucoup comme ça. Et on a tendance à oublier qu'il y a une grande partie du monde qui n'a pas accès aux mêmes services que nous et pour qui l'applicatif crypto, il n'est pas uniquement spéculatif. Et c'est vrai que nous, on le dit souvent et on défend souvent cette narrative-là. Mais en réalité, c'est dur de trouver écho à ce discours-là parce qu'on n'est pas confronté. Mais quand on voit les chiffres qui circulent là et qui sont avancés même maintenant par des gros établissements, ça commence à prendre de la place et on ferait bien de regarder un petit peu sous cet angle-là aussi. Alors justement, les gros établissements, ça avance aussi du côté des institutionnels. On apprend cette semaine que Goldman Sachs compte lancer 3 fonds tokenisés et rapidement 3 fonds qui verraient le jour d'ici la fin de l'année. Claire. Oui, alors là aussi, je serais assez prudente parce que même si on peut se féliciter que Goldman Sachs aille se pencher sur les solutions technologiques pour faire de la tokenisation de fonds, alors ils ont été assez vagues quand même sur quel genre de fonds ils allaient mettre en place. On parle d'un fonds de placement aux États-Unis, d'un fonds sur la dette européenne, donc c'est pas encore très clair. Mais ils ont aussi dit, par exemple, qu'ils allaient beaucoup travailler sur les blockchains privées cette année et dans les années qui viennent, ce qui est un peu étonnant parce que ça fait quand même plusieurs années normalement tout le monde a compris que les blockchains privées n'étaient pas les plus utiles. Donc c'est pour ça que je relativise un peu ces propos. Ils ont l'air de travailler encore en chambre, finalement, une sorte de laboratoire interne pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies du mieux possible. Mais je dirais que c'est un signal de plus sur le fait que les grandes banques qui étaient jusqu'ici très anti-crypto commencent à accepter petit à petit, voilà, on va faire de la tokenisation, on va se mettre sur ces technologies. C'est lent, mais ça continue. Et pour que ça avance, il faut encore beaucoup d'efforts de communication et de marketing, au point qu'il y a une polémique là, il y a une controverse. Ces derniers jours, l'écosystème Polkadot, elle est pour vous Thibaut cette question. Polkadot a fait polémique en allouant donc 37 millions de dollars, vous avez bien entendu, juste pour les dépenses marketing, 37 millions de dollars. Ouais, juste sur les 6 premiers mois de l'année. C'est chaud. C'est effectivement beaucoup. Je vais être un peu leur avocat en disant qu'il faut se représenter déjà que là on a les chiffres de Polkadot, mais ce serait intéressant de pouvoir les comparer aux autres blockchains parce que je pense qu'il y en a qui sont dans des standards similaires, voire peut-être plus. Donc il ne faut pas non plus les accabler uniquement eux. Il faut avoir en tête aussi qu'aujourd'hui le marketing coûte très cher. Que ce soit dans la crypto ou que ce soit ailleurs, on pourrait prendre aussi des chiffres d'autres établissements de taille similaire et je pense qu'on aurait des chiffres qui s'approchent aussi de ces standards-là. En fait, là où la communauté a réagi, et je pense que ce qui a fait réagir la communauté, c'est que on a du mal à comprendre comment avec autant de budget, c'est le résultat là qu'on a en fait, parce qu'on voit un token qui peine un petit peu à retrouver la place qu'il a pu avoir. On voit un écosystème qui peine à attirer des nouvelles dApps, des nouveaux développeurs, etc. pour construire chez eux. Et donc on se dit peut-être effectivement que ce budget pourrait être utilisé autrement pour ça et je pense que c'est plutôt ça qui a fait réagir plutôt que le montant directement. Oui, alors justement on voit quand même des évolutions technologiques toujours extrêmement nombreuses dans cet écosystème et là ça bouge du côté de Cardano, 11e plus gros projet par la capitalisation. Eh bien Cardano est en train de préparer, Claire, son prochain hard fork. On peut peut-être d'abord expliquer ce qu'est un hard fork, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Un hard fork, grosso modo, c'est des mises à jour au niveau du protocole, c'est-à-dire qu'on va changer la manière dont le protocole fonctionne. Et donc, ça va nécessiter une mise à jour des différents participants au réseau, en l'occurrence des validateurs sur Cardano.
La mise à jour qui ici s'appelle Chang, elle va consister à mettre en place un jeton de gouvernance et à donner un peu plus de pouvoir de vote aux différents utilisateurs, aux différents détenteurs de ce jeton. Donc c'est vu comme une évolution très positive. Oui. Pourquoi ? Parce que ça décentralise un peu plus la manière dont fonctionne Cardano. Et ça, généralement, c'est assez apprécié dans les différentes communautés crypto. C'est un changement profond pour Cardano ? C'est un changement assez profond. Alors, il y a aussi une attente sur la valeur du fameux jeton de gouvernance. Forcément, on voit à chaque fois qu'il y a un jeton de gouvernance qui arrive et qui va permettre aux utilisateurs d'avoir accès à plus de fonctionnalités, à plus de droits de vote. Donc, on s'attend à une hausse de ce jeton, mais on s'attend surtout à une évolution positive en termes de gouvernance. Et ça me fait rebondir sur ce que Thibaut disait juste avant. Il y a beaucoup de blockchains aujourd'hui qui sont encore très dépendantes des décisions de leurs fondations, de leurs équipes marketing. Je pense par exemple à Bitcoin. Dans Bitcoin, vous n'avez pas une fondation avec des dépenses marketing comme ce qu'on peut avoir sur Polkadot. Et donc c'est vrai que plus une blockchain se décentralise, plus c'est vu positivement par ses utilisateurs et plus ça la rend résiliente aussi. Quelle blockchain se transforme de la façon la plus convaincante à vos yeux ? Alors vous avez 20 secondes chacun. Il y en a une comme ça qui, à vos yeux, se transforme de façon plus convaincante que les autres. Alors qui se transforme pas forcément, mais en tout cas moi je trouve que ce qui est en train de se passer du côté de Telegram avec Ton, c'est intéressant. Oui. Ouais, il développe pas mal de choses. Alors j'étais à SEC cette semaine, j'ai entendu beaucoup de choses aussi positives sur ça, donc ça fait partie des choses que je vais regarder dans les prochaines semaines. Claire ? Alors moi je vais être beaucoup plus conservatrice et moi je vais dire que c'est Bitcoin parce que oui normande vous aussi. Hein. Mais parce que on n'est pas obligé de systématiquement se mettre à jour pour avoir une évolution positive. Le simple fait de proposer de la stabilité est déjà en soi intéressant. Effectivement, c'est un peu comme la dette française, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit pour qu'elle se dégrade, pour que les déficits français se dégradent. Ils se dégradent tout seuls si on fait rien. C'est exactement pareil. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. La dernière de la saison, ce sera la semaine prochaine. Claire Balva pour Débloc et Thibaut Boutroux pour Meria nous accompagner. Salut les amis, bon week-end. Rendez-vous aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.